Épisode du 22 septembre. Bonjour et bienvenue à F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Pour vous aujourd'hui, retour sur la journée de vendredi, les deux séances d'essais libres en direct de Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Et pour débuter, l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, l'actualité, comme c'est rendu coutume depuis quelques semaines, on parle de le marché des pilotes dans les paddocks, donc les pilotes qui sont agents libres, ceux qui signent des prolongations de contrat, ceux qui n'auront plus de volant en Formule 1 pour la saison prochaine. Mais là, c'est plutôt un qui en avait toujours un contrat, mais on s'est assuré ses services parce que il est un jeune prodige. Puis du côté de McLaren, on veut sécuriser notre duo de pilotes. Donc, c'est les services de Oscar Piastri. On lui a fait signer un contrat jusqu'à le début de la saison 2026, donc jusqu'aux nouvelles réglementations. Comme c'est pas mal la mode ces temps-ci, là, pas mal tous les contrats sont signés jusqu'à 2026. Je parle, ça a été le cas pour Lewis Hamilton, pour George Russell, donc c'est un peu ce qu'on voit de plus en plus. Donc jusqu'à 2026, Oscar Piastri sera un pilote McLaren. Une très très bonne nouvelle. Comme je le disais, j'en ai parlé depuis quelques émissions. Moi je trouve que Oscar Piastri c'est vraiment un très très bon pilote. C'est un beau talent, c'est un gars qui a gagné en Formule 3, en Formule 2, donc ce n'est pas une surprise de le voir réussir, mais de le voir arriver avec une aussi belle maturité en F1, c'est vraiment, il est fidèle à sa réputation. C'est un pilote qu'on attendait, qu'on disait de lui qu'il était justement un talent possiblement générationnel, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas déçu. Là. On peut vraiment dire que Oscar Piastri, s'il continue de s'améliorer, si c'est juste le début de ce qu'on va voir en Formule 1, donc il pourrait devenir un aspirant un jour à être considéré comme un champion du monde, c'est certain, car il a déjà une quarantaine de points, il est seulement 11e au classement, mais c'est sa première saison, mais déjà une quarantaine de points son année recrue, c'est déjà très bon. On sait que à plusieurs reprises, du côté de McLaren, quand on apporte les améliorations, on les donne à Lando Norris avant, c'est correct, c'est comme ça que ça fonctionne dans bien des écuries. Donc c'est Oscar Piastri, parfois, il n'y a pas nécessairement la voiture égale, mais le week-end d'après, on lui donne les améliorations, mais il réussit quand même à toujours se tenir à une belle marge de son coéquipier qui est Lando Norris. Lando Norris qui est aussi un très très grand talent à F1 puis qui a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge, ça fait longtemps qu'il est là. Donc que Oscar Piastri soit capable de toujours maintenir un certain gap avec son coéquipier. Il ne s'est jamais vraiment déclassé pendant un week-end, donc c'est déjà du positif à observer de sa part. Donc c'est très intéressant pour l'instant de suivre son cheminement au cours des prochaines saisons, comment il va être capable de continuer sur cette lancée, puis à quel point il va être bon, Oscar Piastri. Parce qu'on voit présentement, là, c'est un gars qui est posé, relax, prend des bonnes décisions en piste, il n'est pas surexcité, il n'est jamais trop haut, jamais trop bas. C'est vraiment toujours, on peut dire le mot, c'est la constance. Et puis ça, c'est quelque chose que normalement, ça prend plusieurs saisons à aller chercher. Donc, si tu arrives à ta première saison, tu es déjà capable d'avoir cette certaine constance-là. Puis il y a aussi le fait que McLaren avait une voiture qui était, on se le cachera pas, qui n'était pas compétitive en début de saison. Puis maintenant, elle le devient. Mais à chaque week-end, la voiture est changée. On apporte quelque chose. Il y a toujours des améliorations. Donc, d'être capable de toujours maîtriser et apprivoiser cette voiture-là, week-end après week-end, à un si jeune âge, encore là, je l'ai dit, c'est prometteur pour l'avenir d'Oscar Piastri. Très bonne décision de McLaren de vouloir sécuriser ses services, du moins jusqu'à 2026, d'avoir un duo de pilotes. Moi, selon moi, c'est parmi les meilleurs duos de pilotes. Mais Lando Norris, si je me rappelle bien, son contrat finit à la fin 2024. De mémoire, c'est début 2025 qu'il va falloir qu'on le renégocie. Mais quand même, on a encore un bon duo de pilotes. Si on est capable de sécuriser Norris aussi, on va être très très compétitif si un jour on veut avoir un pilote champion du monde ou même viser un champion des constructeurs. On est sur la bonne voie chez McLaren, autant du côté développement que du côté pilote. L'autre dossier à suivre, il revient chaque semaine, c'est celui de Yuki Tsunoda. Je vous parlais la semaine dernière que selon moi, je pense qu'on attend de faire l'annonce au Japon. Ça serait la bonne chose à faire côté marketing, de dire on arrive au Japon, on annonce que Yuki Tsunoda reste là, la foule est contente, on achète des t-shirts, des casquettes, puis ça serait un bon coup marketing de l'annoncer là. Sauf que il y a Liam Lawson qui est en train de brouiller les cartes depuis quelques semaines, puis il y a aussi Yuki Tsunoda qui n'a pas été chanceux dans les dernières semaines. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais la rumeur va qu'on devrait l'entendre sous peu. Au moment où on enregistre le podcast, il n'y a toujours pas eu de confirmation, mais avec l'heure du Japon, le décalage horaire, ça pourrait très bien sortir aujourd'hui, ce soir pour nous à l'heure du Québec, ou dépendamment où vous êtes dans le monde. Vous allez comprendre avec le décalage horaire du Japon, mais ça devrait sortir dans les
prochaines heures ou au cours du week-end, parce que Yuki Tsunoda a laissé savoir que c'était pratiquement déjà fait, puis on a laissé couler ça. Donc, je ne serais pas surpris que ça s'annonce dans les prochaines heures. Là, qu'est-ce que ça veut dire pour Liam Lawson? Ben là, la mauvaise nouvelle, c'est pour Lawson, si vous êtes des fans de Ricardo, mais c'est une bonne nouvelle. On ne déplacerait pas Ricardo. Donc, le duo de pilotes, on n'a pas confirmé chez AlphaTauri, mais on s'en irait vers Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Donc, il n'y a plus de place pour Liam Lawson. Qui va s'en frotter les mains, qui va s'en réjouir? Eh bien, c'est l'écurie Williams. Si on attend pour obtenir ses services, on attend que ça, là, de voir ce que AlphaTauri veut faire pour prendre une décision. Chez Williams, on sait que Logan Sargent n'a rien prouvé, qui est l'autre pilote qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine. C'est un gars qui n'a rien prouvé pour l'instant. En Formule 1, chaque week-end, ça devient de plus en plus pénible. Il y a toujours une petite erreur, des dommages. On sait que les coûts reliés à des accidents en Formule 1, ça dérange les écuries. Donc, ça va être à observer si c'est pas Liam Lawson qui pourrait s'en aller là. Ou l'autre, là, je lance ça va partir les rumeurs, peut-être ça encore. Mais il y a toujours l'alternative de dire, est-ce que Red Bull ferait le grand coup de dire, on finit la saison avec Sergio Perez, puis on remplace Sergio Perez par Daniel Ricciardo, et puis on donne les volants chez AlphaTauri à Liam Lawson et à Yuki Tsunoda. Est-ce que c'est vers là qu'on veut aller? C'est sûr que pour l'instant, on dit, on garde Perez a un contrat en poche pour 2024, c'est ce que ça vaut un contrat en Formule 1. Là. C'est un bout de papier avec une signature dessus, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parlez-en à Nick DeVries et à Daniel Ricciardo pour son passage chez McLaren. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on voudrait attendre pour faire de tempête? On va quand même gagner un championnat des constructeurs. On ne veut pas déstabiliser Perez. Est-ce qu'on pourrait arriver à la fin de la saison et dire, écoute, ça ne fonctionne pas. On le sait que t'es pas l'avenir de l'équipe, on veut stabiliser ça, on veut pas perdre un gars comme Lawson, on a Daniel Ricciardo qui peut venir faire la job, on veut pas le perdre non plus, donc on pense qu'il peut être plus compétitif que toi, d'après les données qu'on avait vues dans les simulateurs, d'après son temps à Silverstone quand il avait fait les essais, on se rappellera, on avait dit chez Red Bull que le temps que Daniel Ricciardo avait fait durant les essais, ses tests en Formule 1, même s'il n'avait pas piloté depuis pratiquement 6-7 mois environ, mais il y aurait eu la deuxième position en Grande-Bretagne derrière Max Verstappen. Donc, il y aurait eu un temps supérieur à ce que Sergio Perez avait réussi à accomplir lors du passage à Silverstone. Donc, c'est à tenir en considération. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Il y a quand même beaucoup d'informations qui coulent sur le fait que, oui, Perez resterait là, mais est-ce qu'on préparait le grand coup? C'est à voir. Moi, je trouve que ce serait ça de valeur, en plus que Helmut Marko avait dit au cours des dernières années que, même des derniers mois, qu'on voulait garder AlphaTauri comme une équipe de développement en Formule 1, une porte d'entrée pour nos jeunes pilotes. Donc, si on garde Tsunoda là, qui n'a rien prouvé pour l'instant, qui deviendra un pilote Red Bull un jour, à moins que ça peut toujours encore là, ça pourrait toujours causer une surprise, avoir un développement extraordinaire au cours des prochaines saisons, mais quand on fait le comparatif avec un gars comme Oscar Piastri, c'est pas ça que Yuki Tsunoda nous a montré depuis son arrivée en F1. Puis Daniel Ricciardo, ben on le garde là, on perd un talent comme Liam Lawson pour garder Ricciardo. Si on n'a jamais l'intention de le faire monter chez Red Bull, pourquoi qu'on fait juste le laisser là? Oui, il rapporte, il a un beau sourire, puis les gens aiment prendre des photos avec lui. C'est un gars sympathique, je dirais même fort sympathique, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment juste le garder là pour son sourire si notre but est vraiment d'être une équipe de développement pour avoir des pilotes qui peuvent aspirer à monter dans la grande écurie. Puis encore là, on a Perez qui s'en va, peu importe, même si on le garde pour 2024, on n'a rien dit qu'on le renouvellerait pour 2025 et 2026. Donc, c'est repousser un problème plus loin. Quand même que Perez va être là en 2024, si on ne le garde pas à la fin de la saison, c'est qui va avoir cette option-là? Si c'est pour être Ricciardo, pourquoi pas y donner tout de suite? En tout cas, je sais que ça va être partagé dans vos opinions. Même moi, je suis partagé entre les deux. Là. Je trouve que tu gagnes le championnat des constructeurs, Perez deuxième au championnat, même si on s'entend qu'il n'y a pas vraiment, la compétition pourrait être beaucoup plus féroce. S'il y a moindrement un peu plus de compétition, je ne suis pas certain qu'il serait toujours deuxième au championnat. C'est pas en se faisant exclure 5 fois de suite dans 3 que tu es capable normalement de sécuriser une place, cette place-là au championnat de vice-champion. Donc, ça reste à suivre. Moi, j'ai l'attitude de dire, quand tu fais pas de tempête, tu gardes tes pilotes, mais il faut qu'on voit de dire, si un jour on commence à avoir plus de compétition, qu'on commence vraiment à être obligé de rivaliser avec des écuries comme McLaren qui ont 2 pilotes solides, comme Mercedes qui ont 2 excellents pilotes, comme Ferrari, si Leclerc peut rattraper puis retrouver la forme pendant son année de 2022, on peut être dangereux parce que Carlos Sainz ne fait pas. Il en faisait, mais là il en fait plus dans ses week-ends. Donc ça peut être intéressant. Si ces écuries-là, puis là on va dire qu'on pourrait faire
parce que Aston Martin, on a Fernando Alonso, mais on n'a pas nécessairement le meilleur duo avec Lance Stroll qui ne réussit pas à mettre les morceaux ensemble à chaque week-end après week-end. Donc à ce moment-là, du côté de Red Bull, on pourrait vraiment craindre que si l'amélioration de Mercedes, de McLaren ou de Ferrari viendrait dans les prochaines saisons, ben, il faudrait qu'on soit capable de rivaliser à 2 pilotes. Donc ça, c'est à surveiller. L'autre nouvelle, ben, c'est le retour de Sébastien Vettel dans les paddocks. Il y en a certains qui ont été contents de le voir. Il est arrivé encore avec ses idées de l'année dernière. Là. On sait qu'il est devenu, pour prendre les paroles de Christian Horner, il est quasiment devenu un professeur de géographie. Je ne sais pas s'il voulait plus dire biologie, mais en tout cas, il a dit un professeur de géographie. Mais c'est ça, il est beaucoup sensibilisé sur les réchauffements climatiques, sur sauver la planète, vraiment être plus engagé dans notre empreinte carbone, faire attention à ce qu'on dépense, à ce qu'on détruit. Donc là, il a emmené des ruches d'abeilles, on appelle ça des hôtels pour les abeilles. Donc il a aménagé ça sur le bord du circuit. C'est lui-même qui les a sortis d'un camion, qui les a construites, qui a mis ça sur le bord du circuit à Suzuka pour, on sait que les abeilles sont primordiales à la survie des êtres humains. Donc s'il n'y en a plus, ben, on va tous mourir. Donc c'est un problème qu'il faut s'attaquer. Et Sébastien Vettel, ben, il est engagé là, il est débarqué à Suzuka avec ses abeilles, puis il y a même, vous allez voir, sur certains virages où les vibreurs sont peinturés de couleur jaune et noire. Donc, c'est la place où on a aménagé les hôtels à abeilles. Donc, ça fait parler de lui. Ça montre que les pilotes de F1 aussi sont sensibilisés à d'autres causes que simplement le championnat du monde. Donc, ça fait parler de la F1 pour plein d'autres raisons. Sébastien Vettel était heureux. Il retrouvait ses bons amis. Il retrouvait aussi un circuit qu'il a timé. Il ne s'est pas caché. Son circuit favori en Formule 1, c'était Suzuka. Donc, il était content d'être de retour. L'autre nouvelle aussi, c'est quelque chose de la semaine dernière. C'est Fernando Alonso, là, vous vous rappellerez, qui avait mentionné qu'il trouvait que sa voiture était inconduisible, là, que ça allait pas bien la AMR 23, contrairement à ce qu'il avait mentionné en début de saison, que c'était un vrai charme à conduire. Mais là, à Singapour, ça allait pas bien. On a trouvé un peu la cause. Là. C'est Mike Crack qui a informé les journalistes que Alonso a fait 61 tours avec une suspension endommagée. Oui, croyez-le ou non, 61 tours d'un circuit comme Singapour, super demandant, qui donne aucune chance à l'erreur, eh bien, Alonso, il a fait 61 tours avec une suspension endommagée. Donc, encore là, il prouve son immense talent. C'est un pilote qui est vraiment capable de composer pas mal avec n'importe quoi. Vous allez me dire, mais Martin, il a fini dernier. Je suis d'accord, sauf que ça a quand même bien, relativement, il a été capable de compléter la course. Oui, il y a eu un petit dérapage, à un moment donné, il a bloqué les freins, tout ça, mais ça explique un peu plus ce qui s'est passé. Il a été capable de des bagarres à Sergio Perez puis à Ocon. Donc, il s'en est quand même bien sorti malgré les dommages à sa monoplace. Verstappen, lui, est en mission revanche pour le week-end. Donc, il est à surveiller. Hein, il était pas trop content. On sait, c'est un fier compétiteur, même des fois un peu trop compétiteur selon certains. C'est un gars qui ne tolère pas la défaite. Et lui, c'est gagné. Pas d'autre chose. Il s'est même chargé de le rappeler à un journaliste. C'était un moment assez comique. Il marchait vers les paddocks après l'épreuve à Singapour. Puis il y avait un journaliste qui, vous savez, là, maintenant, c'est un peu la mode. Là, les gens courent après les pilotes. Puis on l'interviewe un peu avec un cellulaire. Puis il posait des questions à Max Verstappen pendant qu'il se dirigeait vers son motorhome. Puis finalement, il demande à Verstappen, pensez-vous être de retour? Visez-vous un retour sur le podium pour la semaine prochaine? Puis Max a pratiquement arrêté de marcher, le regarder droit dans les yeux, puis il a dit non, gagner. Pas juste le podium, gagner. Lui, c'est important de ramener à l'ordre de dire que c'est pas parce qu'on a eu un mauvais week-end qu'on va être satisfait de juste retourner sur un podium. On gagnait, puis moi je veux gagner encore. Donc c'est chargé de le rappeler aux journalistes de dire non, gagner, pas juste le podium. Donc attention à Max Verstappen pour le week-end. Il est en mission revanche. C'est des moments où ce qui est le plus dangereux, quand il est fâché, quand il a quelque chose qui le tracasse, normalement il réussit à sortir le meilleur. C'est pas quelqu'un c'est pas le genre de pilote qui va s'écraser sous cette pression-là. Donc à surveiller pour ce week-end à Singapour, au Japon plutôt. Ensuite, 1 à 2 arrêts. Qu'est-ce qui va arriver pour le week-end? Pirelli, on a fait des tests, là, supposément que les gommes, ça va jouer beaucoup entre 1 ou 2 arrêts. Est-ce que les pilotes vont essayer de ménager? On a vu aujourd'hui, là, plus tard, on en parlait de la journée de vendredi, il y a eu plusieurs essais qui ont été faits en gomme dure. Donc, on se prépare à dire que ça sera peut-être la gomme pour le week-end. Donc, est-ce qu'on va essayer d'étirer la gomme dure puis de tenter seulement un arrêt? Ça serait plus intéressant. Je sais, vous êtes nombreux souvent à le dire. On veut des arrêts au puits, on veut qu'il y ait une stratégie, on veut que ça vienne chambarder un peu l'ordre. Donc, ça va être intéressant à surveiller, mais
prévoyez pas de gomme tendre pour l'instant. Ça peut toujours changer, mais les gommes tendres ne semblent pas être quelque chose qui va être nécessairement durable durant le Grand Prix du week-end. Qu'est-ce qui peut arriver là pour devenir champion du monde? On surveille la séquence. Eh bien, il n'y a pas de championnat du monde des pilotes qui peuvent se régler en fin de semaine. J'ai bien fait mes calculs. Max Verstappen va seulement pouvoir... Au début, on avait dit que Japon pouvait être une possibilité, mais avec ce qui s'est passé à Singapour, non, ça n'en est plus une. Ça serait plutôt au Qatar la semaine prochaine, si tout se passe bien, lors du week-end, du week-end dans fin de semaine. Si tout se passe bien, ça pourrait être au Qatar. L'affaire un peu inusitée, qui serait une surprise aussi, puis peut-être un peu dommage, c'est qu'il pourrait le remporter dès la course sprint. Là, on a 2 week-ends de sprint qui s'en viennent. Après Suzuka, on a au Qatar, ça va être un week-end sprint, et ensuite on se dirige du côté de Austin aux États-Unis. Donc ça aussi, ça va être un week-end sprint. Donc on en a 2 qui s'en viennent, mais Verstappen pourrait devenir champion du monde à compter de la course sprint de samedi au Qatar. Donc ça serait un peu malheureux de voir un pilote devenir champion du monde. Là, vous allez me dire, mais ça n'enlève rien à l'exploit. Je suis parfaitement d'accord, ça n'enlève rien à l'exploit, mais il y a peut-être le petit côté, là, vous commencez à me connaître, le petit côté puriste à l'intérieur de moi qui se dit, ça me serait plus le fun qu'il gagne dans la course plutôt que dans une course sprint. Donc c'est à surveiller. Ça va être pour le prochain week-end de course, mais non, pas trop loin, là, on va se concentrer sur Suzuka, parce que à Suzuka, Red Bull peut gagner un 6e championnat des constructeurs. C'est possible. Comment qu'on peut le gagner? Encore là, si mes calculs sont bons, approximatifs, il faudrait que Mercedes ne score pas plus que1 point supérieur à Red Bull. Donc, on a juste besoin... Dans le fond, on a juste besoin d'un point au-dessus de Mercedes. Excusez-moi. On a juste besoin de battre Mercedes par 1 point. Donc, non, excusez-moi, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Faut qu'on batte Ferrari par 1 point. Et puis, faut pas qu'on laisse Mercedes nous battre de 24 points. Donc, c'est à peu près... ouais, c'est ça, en tout cas. On va démêler ça, là, mais c'est aux alentours de ça. Là. En gros, il faudrait que Red Bull finisse premier, deuxième. Faut pas qu'on se fasse battre par Ferrari, faut pas qu'on se fasse battre par Mercedes. On va faire ça plus simple que ça. De toute façon, pendant tout le week-end, on va en reparler. Vous allez voir les statistiques passer. Mais gardez ça en tête. Si Red Bull fait plus de points que ces 2 écuries-là, sont champions des constructeurs. Après ça, il y a d'autres petites possibilités entre les lignes. Mais cassez-vous pas la tête. Si les Red Bull font plus de points, c'est eux autres qui vont être champions des constructeurs pendant le week-end. Donc, ça résume l'actualité pour aujourd'hui. Maintenant, passons aux séances d'essais libres en direct de Suzuka. Séance d'essais libres en direct du circuit mythique de Suzuka. Quel circuit magnifique pour regarder une F1 travailler à son maximum. C'est vraiment de voir les qualités de pilotage, c'est technique. C'est un circuit qui est à toute vitesse, donc c'est vraiment, vraiment intéressant à voir. Même les séances d'essais libres là, pour un passionné de Formule 1 là, ou même quelqu'un qui commence à regarder ça. Si vous n'avez pas des frissons à voir les voitures prendre ces virages-là à toute vitesse, il y a certains circuits que c'est plus vrai, qu'on ressent plus la vitesse. Il y en a d'autres que, oui, vous allez me dire, ben, c'est peut-être comment c'est filmé, les angles de caméra. Mais Suzuka, c'est un de ces circuits-là où on peut vraiment sentir la vitesse. On regarde ça à la télé, là, des fois, là, ça rend pas nécessairement justice à quel point les Formule 1 vont vite. Ça semble un peu facile quand on regarde ça dans notre salon, avec les angles de caméra. Nous autres, sur une TV, c'est ça. Des fois, on peut pas vraiment nécessairement ressentir la rapidité pour quelqu'un qui commence à regarder la Formule 1. Mais quand on regarde Suzuka, on le voit. Les 2 choses qui nous viennent en tête, c'est vitesse et danger, me semble. C'est un circuit qui est très, le terme old school, ça a été créé pour Honda dans les années 60 pour avoir une piste d'essai. Donc, puis on a toujours conservé la pureté, l'ADN du circuit, elle est toujours là. C'est un circuit qui a été pratiquement jamais modifié au cours des années. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Suzuka, on a un article sur notre page Facebook F1 Podcast. Vous pouvez aller voir ça, lire un peu plus sur le circuit. C'est très intéressant de voir un peu l'histoire de ce circuit-là, puis un peu les caractéristiques qui font qu'il est différent des autres. Et aussi, quand que je parle de la page Facebook du F1 Podcast, faites toujours sûr de nous suivre, mais il y a aussi les vendredis, on sort toujours l'article qui donne qui
a des améliorations pour le week-end. C'est très important de savoir. Des fois, ça nous donne un petit indice de comment ça va se dérouler. Pour qu'on ait de surprises, de voir, hey, comment ça, cette écurie-là est meilleure? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont apporté plein d'améliorations. Donc, vous avez une chance de lire ça sur notre page, toujours aux alentours de l'heure du dîner. Là, aujourd'hui, c'était un peu plus tôt à cause du décalage horaire du Japon. Donc, vous aviez accès à ça ce matin sur notre page Facebook du podcast. N'oubliez pas de mettre des likes. Quand vous aimez les articles, c'est important. Nous autres, ça l'aide à faire partager la communauté et grandir ça pour qu'on ait encore plus de fans de F1 et des bonnes conversations avec des gens d'un peu partout dans le monde. Donc, l'article aujourd'hui, ce que vous pouviez apprendre, c'est que Ferrari arrive avec des améliorations, Mercedes arrive aussi avec des améliorations, McLaren, on continue, AlphaTauri, on continue. Donc, pour faire ça simple, les détails, vous pouvez aller les voir sur la page, mais si vous voulez avoir en gros qui en a pas, bien Alpine a rien, Red Bull a rien, du côté de Haas, pas de surprise, on n'a rien. On vise vraiment, là, c'est Austin, là. C'est pas le prochain Grand Prix, mais l'autre d'après qu'on va apporter quelque chose. On est supposé passer en mode Red Bull là, du côté de l'écurie américaine. Et puis l'autre écurie qui a rien, c'est Alfa Romeo, si je me trompe pas. Ouais, Alfa Romeo serait l'autre écurie. On a pas mal tout apporté quelque chose, autant chez Aston Martin que chez McLaren, chez Tory. Donc, c'est ça. Si vous voulez aller voir ça en détail, je vous invite à aller voir ça. C'est assez intéressant des fois là, de voir les directions que les écuries prennent. Puis, si on continue, il y en a certains qui pensent passer en mode 2024. Il y en a d'autres qui continuent à chercher des solutions. Je pense dans le cas, justement, à Mercedes. Mercedes, là, je pensais à eux autres cette semaine. Puis, je m'interrogeais, je me dis, c'est quelqu'un justement qui me posait la question, est-ce que Mercedes s'améliore? Est-ce que vous voyez une progression dans Mercedes? Je sais que normalement les questions, c'est l'épisode du lundi, mais je trouvais ça intéressant, puis ça vient un peu là, préparer le week-end. C'est Mercedes, là, depuis début 2022, on occupait la place normalement sur la grille 4 et 5e. C'est pas mal la place qu'on se retrouvait le plus souvent. Puis là, on a changé un peu la voiture, on a changé l'ADN, on a changé le concept, on s'enligne vers là. Mais est-ce qu'on a vraiment eu une progression? Est-ce qu'on a vraiment vu un changement où on est toujours les voitures de 4 et 5e place? Mais pour ma part, je suis forcé d'admettre que je pense qu'on est encore l'équipe 4-5e. Mis à part là, les week-ends où quelqu'un prend une pénalité, quelqu'un fait une erreur, ou un week-end où Red Bull fait une erreur et se retrouve à l'arrière de la grille, bien, ça ouvre l'opportunité à ce qu'on soit plus proche, à ce qu'on soit plus proche de la pole position à ce moment-là. Mais quand les écuries sont là, de pointe, là, en début de saison, c'est qui chauffait Red Bull? Là, je mets chauffer entre parenthèses, entre guillemets, c'est ça. On attire l'attention, puis c'est vraiment chauffé, là, mais vraiment, c'est ça, c'est chauffé, mais pas tant que ça. Mais on va dire qui était le plus proche, compétiteur de Red Bull en début de saison, et c'était Aston Martin, c'était l'équipe verte. Ensuite, il y a eu un moment où ça a été Ferrari, Grand Prix de Bakou, Charles Leclerc, là c'était Ferrari. Là, après ça, c'est devenu McLaren, après l'Autriche, Grand Prix de Grande-Bretagne. On disait, waouh, McLaren, c'est la grosse écurie. Et même des fois, on prévoyait que c'était peut-être eux qui allaient avoir la pole à un certain moment. On disait, oh, Lando Norris pourrait avoir la pole. Justement, notamment en Angleterre, qu'on mentionnait ça. Puis, c'est comme McLaren qui a pris le relais de dire, si encore là, on décide qui chauffe Red Bull ou qui est son plus proche compétiteur, eh bien, pendant un moment, c'est McLaren qui avait le relais. Là, ça semble être Ferrari qui a repris le relais. Mais Mercedes, est-ce que... Puis je vous pose la question, vous pouvez venir discuter avec nous, comme je vous dis, c'est toujours le fun. Messenger, sur la page Facebook, notre adresse courriel, f1podcast@gmail.com, n'importe quelle opinion. C'est sûr qu'amener des opinions puis amener des arguments, c'est ça qui est intéressant. Juste dire non, tu t'es trompé, c'est pas ça, puis that's it. Non, c'est pas un argument, c'est pas intéressant. Amenez-moi votre opinion. Dites-moi pourquoi je me trompe que Mercedes plutôt n'est pas encore 4e, 5e sur la grille. Et n'a jamais été vraiment un poursuivant de Red Bull et n'en est toujours pas un. On considère jamais là, dans un week-end, là, on n'arrive jamais à dire ah, Mercedes pourrait prendre la pole en fin de semaine. Peut-être qu'il y en a peut-être certains là, qui vont dire ça, mais je veux dire de façon concrète, là, avec vraiment une opinion puis des arguments pour appuyer ça, de dire en fin de semaine, attention à Red Bull ou attention à n'importe qui pense être 2e, 3e, c'est Mercedes qui sont favoris. On n'a pas vu ça souvent. Donc, on est vraiment... Puis là, on peut dire, c'est vraiment Ferrari qui est revenu l'écurie, qui pourrait chauffer Red Bull. On les a même battus le week-end dernier. On est devenu la première écurie à les battre. Ça aussi, ça prouve dans la lignée où je veux m'en aller. Mercedes est 2e au championnat des constructeurs. 2e avec aucune victoire. C'est l'écurie qui a remporté la première victoire, c'est Ferrari. Donc, on pourrait se retrouver vice-champion des constructeurs, mais ne jamais avoir gagné un Grand Prix cette année. Et la seule autre écurie que Red Bull aurait gagné, c'est Ferrari. Là, je vois loin, il reste encore beaucoup de Grands Prix. Vous allez me dire, la saison n'est pas terminée. Il y a encore des chances qui peuvent arriver. Un Grand Prix comme le Brésil, on se rappellera la saison dernière, Russell avait gagné là-bas. Donc, il y a encore des chances pour qu'on puisse
sécuriser au moins une victoire ou peut-être deux avant d'ici la fin de la saison. Sauf que va falloir que ça change. Il va falloir qu'on voit un plus grand progrès. La semaine dernière, oui, en fin d'épreuve, on voyait les deux voitures étaient plus actives, mais on a quand même terminé encore derrière un client constructeur. Donc, on vend les moteurs, on vend des pièces, des composantes à l'écurie McLaren, puis on s'est fait battre par McLaren. Vous allez dire, oui, mais avec l'aide de Carlos Sainz. Oui, heureusement que Sainz était là parce qu'on aurait sûrement battu McLaren, mais quand même, Lando Norris s'était quand même retrouvé devant les Mercedes. On a vu Albon, il y a quelques semaines à Monza aussi, placer sa Williams devant Lewis Hamilton, un autre écurie qui est client de chez Mercedes. On avait Aston Martin en début de saison, qui est un autre écurie qui prend ses composantes chez Mercedes. Donc, on se fait battre par nos clients, mais notre progression semble une ligne, on peut dire peut-être une ligne stable. On progresse tranquillement, pas vite, mais sauf que ça paraît pas parce que les autres, on a des grandes courbes de progression chez les autres écuries. Donc, on réussit pas vraiment à se démarquer puis venir ajouter notre nom à dire non, nous là, on est des sérieux aspirants à battre Red Bull sur un week-end donné. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on voit du côté de Mercedes. Donc, ça va être intéressant de voir si au cours des prochaines semaines, on est capable de voir un petit regain de vie puis de vraiment commencer à se dire que, attention pour 2024, on a vraiment trouvé une solution Mercedes. On comprend notre voiture. La W15 sera compétitive en 2024. Oubliez la W14. Seulement une écurie. On teste là-dessus, mais on se prépare pour 2025. Pour l'instant, on ne voit pas cette courbe de progression-là. On ne voit pas ces signes. Donc, ça va être à surveiller là, au cours des prochaines semaines. Si on peut voir Mercedes se débrouiller vraiment sortir fort. Qu'est-ce qu'on attend le week-end pour les séances de série? Tout le monde avait leurs yeux rivés sur les feuilles de statistiques. Ceux qui ont écouté qui n'avaient pas la chance de l'écouter cette nuit, je suis sûr que aussitôt que vous êtes réveillé, la première chose que vous avez faite, c'est prendre votre cellulaire et voir c'est quel nom qui était au-dessus de la liste au période de série. Parce qu'il y en a plusieurs qui attendaient. Il y en a qui voulaient voir les Red Bull revenir, il y en a d'autres qui voulaient voir les Red Bull rester dans le peloton, avoir des difficultés, dire que c'est à cause des nouvelles réglementations. On sait, la dernière semaine, elle a laissé place à les farfelus du web, de commencer à raconter que c'est à cause qu'ils ont triché, c'est à cause qu'on sortait des accusations comme ça, avec des arguments qui se tenaient plus ou moins debout, mais tout le monde avait des choses à raconter. Il y en a qui c'était pour se faire plaisir à eux-mêmes, il y en a que c'était parce qu'ils croyaient dur comme faire. C'est ça. Eh bien, on a eu la surprise où c'est ceux qui avaient ces théories farfelues-là ont été surpris. Les autres qui ne croyaient pas, comme les 10 autres écuries du peloton, les chroniqueurs qui sont en bordure de piste, eh bien, c'était le retour de Max Verstappen avec une vengeance. Il est revenu au sommet. C'est lui qui a été le plus rapide en FP1 avec 6 dixièmes au-dessus des Ferrari. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec FP1? Ben, on prend pas ça en considération parce que normalement, c'est pas très représentatif. Fait qu'on passe tout de suite à FP2. Puis en FP2, ben, c'est encore Verstappen. Cette fois-ci, c'était rendu à 3 dixièmes. Est-ce qu'on en a donné un peu plus pour justement faire taire nos dénigrants dans la première séance? Est-ce que justement, au contraire, on a trouvé qu'on en a trop donné dans la première séance, donc on a un peu diminué la puissance moteur pour un peu plus cacher notre jeu pour le reste du week-end. On s'est dit c'est correct, on a passé notre message et là on y va plus tranquille. Ou c'est du côté de Ferrari qu'on a fait des ajustements nécessaires pour raccourcir cette distance-là entre les deux écuries. Du côté de Leclerc, c'est ça, c'est à 3 dixièmes qui a terminé deuxième. Norris à 4e. Norris, il a dit que ça va être un peu partout, mais qu'au moins on avait une certaine vitesse. Du côté de McLaren, on n'aime pas vraiment les lignes droites. On essaie de corriger là-dessus. Les améliorations sont justement vers ça, d'avoir un peu moins traîné pour le week-end. Donc, on essaie de continuer ce point faible-là de la McLaren. Donc, c'était intéressant. Même si on manquait un peu de stabilité, on semblait, on est à 4 dixièmes de la pole. Ensuite, c'était Carlos Sainz, quatrième, à 5 dixièmes, une demi-seconde. Ensuite, c'est Russell à 6 dixièmes. Alonso, 6e. On a le même problème que chez McLaren. Hein. Aston Martin, un circuit comme Suzuka, ça peut être une mauvaise place pour nous. On a des problèmes de traîner. Grande ligne droite, secteur. Avec la courbe, aller vers la chicane, ça peut causer des problèmes à la AMR 23. Alonso, c'était Albon sur la Williams, Piastri sur la McLaren. Ensuite, Perez, lui, était 9e. Perez avait même planché que la Red Bull de Max Verstappen. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Du côté de Red Bull, on a apporté, c'est le fameux plancher qu'on avait essayé à Singapour, mais qui ne fonctionnait pas. On avait retiré des espèces de clôtures sur les pieds qu'on a pu modifier. Puis à ce
on met pas ce que ça faisait comme résultat à Singapour. On avait tellement de problèmes à Singapour, c'était tellement un casse-tête qu'on a dit, on retourne avec la configuration de Monda. Donc, c'est un peu c'était l'augmentation parce que c'était la même configuration qu'à Monza. Donc là, on est revenu avec ce fameux plancher-là, cette amélioration-là. On faisait les tests du côté de Verstappen puis du côté de Perez. On continuait avec l'ancienne configuration, voir c'est quoi, mettre le doigt sur vraiment c'est quoi les gains, puis si vraiment c'est une bonne raison d'aller de l'avant avec ce nouveau plancher. Donc Perez, 9e. Est-ce que c'est juste le plancher qui a fait qui est à 1 seconde de la tête? Donc, il y a aussi fait, on en a parlé souvent à l'émission, un circuit à virage rapide. Pas une bonne place pour ça, Perez. Peut encore causer des surprises, peut surprendre, de l'expérience. C'est pas la première fois qu'il va à Suzuka. Sauf qu'en général, un circuit avec virage rapide, comme ça, c'est pas l'idéal pour lui. Donc, ça peut être problématique pour ce week-end-là. C'est le mieux là, qu'il va être capable de se rapprocher. Là, s'il est capable d'être 5e, je vais être vraiment content parce que si en bas de 5e, s'il est 4e, 3e, ça, il va vraiment me surprendre. Mais 5e, je pense que c'est le mieux qu'il pourrait peut-être faire Perez pour sauver les meubles pour le week-end et de regagner des positions durant les courses, comme il le fait si souvent depuis le début de la saison et depuis le début de sa carrière. Bottas, 10e. Ensuite, on a, juste derrière lui, on a Lance Stroll avec sa Aston Martin. Lance Stroll qui récupère d'un gros accident à Singapour, récupère aussi plusieurs grands prix difficiles dans les dernières semaines. Donc, ce serait intéressant de voir rebondir. Ensuite, les Alpines. Quand on parlait de difficultés sur un circuit, on le sait, là, chez Alpine, on dit moteur Renault, on a 30 HP environ de moins que tout le monde. Donc, un circuit comme Suzuka, c'est pas ce qu'on va entendre pour être compétitif. Tout de même, 12e pour Ocon. Hülkenberg, 13e. Ensuite, Hamilton, 14e. Qu'est-ce qu'on faisait du côté d'Hamilton? Il a dit que c'était une journée pénible, c'était compliqué. Il est encore derrière Russell, mais encore là, on pense ça avec un tel. Souvent, on a une voiture assez neuve, on a des nouveaux concepts chez Mercedes, on a des améliorations. Donc, souvent, on va du côté avec des réglages d'un côté de Russell et d'un autre bord du côté d'Hamilton. On ramène tout ça à l'usine, on fait les calculs durant la nuit et la journée d'après aux qualifications, on revient plus fort. Mais est-ce qu'on revient plus fort pour être en pole position? Ça serait surprenant, mais quand même, Russell pourrait peut-être être 4e puis Hamilton 5e pour la journée de samedi. Qui est derrière Hamilton? Eh bien, c'est Liam Lawson, qui est 15e. Ensuite, Guan Yu Zhou, 16e. Magnussen, 17e. Tsunoda, chez eux, devant ses partisans, 18e. Ensuite, Gasly, on le sait, les problèmes. Puis en plus, il y a eu une sortie de piste en fin de séance, c'est ce qui a mis fin à la séance FP2, donc c'était pas une journée idéale pour Gasly. C'était peut-être bien commencé, mais ça s'est mal terminé, pas à peu près. Et alors, qui était dernier, eh bien, c'est Logan Sargent à 1,6 secondes de la Red Bull de Max Verstappen. Donc, on devrait avoir des bonnes séances de célibre encore. Là. Je sais que je me répète souvent, puis depuis le début de la saison, on ne s'est pas trompé ben. On a eu des très très bons spectacles le samedi. Donc, Suzuka, là, normalement, ça nous donne un bon show pour utiliser le terme. Normalement, c'est une place qui donne un bon spectacle. Donc, ça serait intéressant à voir. Manquez pas les qualifications. Là, je sais que c'est facile à dire aux heures qui vont être, mais il y a une diffusion. Justement, on avait un sondage sur le F1 Podcast. Vous êtes plusieurs d'entre vous, des vrais passionnés d'écouter ça en direct comme ça, même les séances de qualification. Puis je peux comprendre aussi, là, c'est pas parce que vous ne les écoutez pas en direct que vous n'êtes pas passionné non plus. Là. Il y en a certains qui ont des horaires aussi à composer. Puis la Formule 1, c'est un sport qui n'est pas facile à suivre. Si le football prend une journée complète le dimanche, eh bien la F1, ça prend des week-ends complets. On s'assit. Ça commence le vendredi, le samedi, il y en a, puis le dimanche, ben, des fois, ça peut durer pratiquement toute l'avant-midi, puis s'étirer en après-midi si on écoute tous les commentaires d'après-course. Donc, je peux comprendre ça. Il y a les rediffusions qui sont, certains d'entre vous, justement, ben, moi, je ferme mes réseaux sociaux. J'écoute rien, je l'enregistre, je sauve les nouvelles pour pas avoir les résultats, puis j'essaie de m'enfermer, de m'isoler le plus possible pour être capable d'écouter ça le matin et ne pas me faire les punchs. Donc, c'est ça. Ben, ça va être intéressant de voir. Manquez pas ça, que ce soit en rediffusion ou en direct, ou sinon, suivez les détails sur F1 Podcast. On va être là tout le long du week-end pour vous tenir informés puis jaser. Allez. Donc, notre prochain rendez-vous à nous sera lundi avec l'épisode Retour sur le Grand Prix du Japon. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end de course. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast et à lundi.